Nous sommes Juliette et Claire. Et nous sommes là pour vous parler de droit de l'Union européenne. Alors, on sait que c'est une matière assez dense, avec beaucoup d'informations, et que pour les partiels, pour les révisions, c'est pas toujours facile. Donc, nous sommes là pour vous proposer un petit tuto révision. Donc, nous sommes ciblés aujourd'hui sur l'équilibre des pouvoirs au sein de l'Union européenne. Donc, c'est pareil, c'est une notion qui englobe beaucoup d'autres notions. Et donc, en fait, là, nous allons vous faire une petite approche générale pour que vous puissiez vous y rapporter par rapport à plein d'autres notions par la suite. Commençons. Alors, pour commencer, les communautés européennes, l'ACK, l'ACE et l'Euratom, ont initialement été construites au milieu du XXe siècle selon la pensée fonctionnaliste. Donc, dans ce courant de pensée, l'ambition était d'avoir un niveau d'action européen, et cela ne pouvait pas aller sans la mise en place d'un cadre institutionnel particulier. C'est pour ça qu'on a créé les institutions pour mettre en place les politiques décidées par les communautés. Donc, ces communautés ont ensuite évolué en Union européenne, notamment avec le traité de Maastricht du 7 février 1992. Et si vous souhaitez plus de détails sur cette vidéo, nous vous conseillons d'aller regarder notre petite vidéo sur la naissance de l'Union européenne. Tout à fait. Concernant cette évolution, l'idée a été de rechercher un équilibre dans la répartition de pouvoir entre les institutions. C'est indispensable pour l'Union européenne pour assurer sa stabilité, pour assurer également sa légitimité. Cette recherche peut vraiment être vue, a été vue principalement avec la question de rééquilibrage des pouvoirs donnés au Parlement dans son rapport avec la Commission européenne, afin que la structure globale de l'Union ne soit pas affaiblie. Ça a été la question principale de l'équilibre des pouvoirs au sein de l'Union. Mais toutefois, la notion de séparation et d'équilibre des pouvoirs à l'échelle européenne prennent un sens différent. Les institutions de l'Union européenne ne se partagent pas distinctement et strictement les pouvoirs. Le schéma n'est pas celui de la spécialisation fonctionnelle, mais plutôt de la collaboration fonctionnelle. Donc, c'est-à-dire que l'exercice des pouvoirs est partagé entre les différentes institutions et qu'elles interagissent entre elles pour assurer la bonne exécution. Encore une fois, la notion d'équilibre des pouvoirs n'est pas nécessairement difficile à comprendre, mais elle comprend beaucoup d'autres notions. Elle comprend notamment ce que vous aurez à savoir pour l'examen, c'est-à-dire les compétences entre les différentes institutions, mais aussi comment évoluent les traités par rapport à la répartition de ces compétences, le cadre institutionnel, aussi les principes inhérents. Voilà, vous pouvez avoir des sujets un petit peu sur tout ça, et en fait, aujourd'hui, nous vous proposons une approche générale du principe auquel vous pourrez vous référer pour enrichir vos écrits. Voilà. Donc, concernant le plan, nous allons commencer par étudier la naissance du cadre institutionnel unique de l'Union européenne. Nous verrons ensuite les origines et fondements du principe d'équilibre institutionnel. Et enfin, nous étudierons quels sont les fonctionnements essentiels des institutions, et notamment la place particulière de la Cour de justice, afin de comprendre comment sont organisés les pouvoirs au sein de l'Union. Concernant la naissance du cadre institutionnel unique de l'Union européenne, le principe de cadre institutionnel unique, c'est un élément d'unité de l'Union. Il a été institué par le traité de Maastricht, quand alors les objectifs de l'Union étaient sur le fondement des 3 piliers. Et donc du coup, il a fallu mettre des éléments d'unité pour que soient effectifs ces objectifs de l'Union. L'idée du principe du cadre institutionnel unique, c'était que les institutions de l'Union assurent ensemble la mise en place des 3 piliers. Si on fait un parallèle avec l'équilibre des pouvoirs, c'est la même chose. Les institutions exercent ensemble les pouvoirs pour mettre en place les objectifs de l'Union. Elles coopèrent. Et donc, ce cadre institutionnel qui a été mis en place à peu près à mi-parcours de la construction européenne, après que les premières communautés aient créé le système institutionnel, il est donc important de revoir un petit peu tout ce système institutionnel pour que vous ayez des bases solides sur lesquelles vous appuyez pour développer, encore une fois, vos sujets. Donc, au niveau historique, la CECA, instituée par le traité de Paris en 1951, est la première communauté européenne. Le traité lui a attribué 3 institutions, la Haute Autorité, le Conseil spécial des ministres et l'Assemblée commune. Donc, en fait, c'est par les traités instituant la communauté économique européenne, aussi appelée Traité de Rome, en date du 25 mars 1957, que le mécanisme institutionnel s'est réellement construit, parce que les institutions sont trouvées dotées de pouvoirs particuliers pour exécuter les premières politiques économiques communautaires.
Donc les traités de Rome ont institué la CEE et la CEA, Euratom, dotées chacune d'une commission, d'un conseil et d'une assemblée commune de la CA, qui a été renommée Assemblée européenne de la CEE. Ce système institutionnel s'est ensuite consolidé avec le traité de Bruxelles, donc du 8 avril 1965, dit fusion des exécutifs. Alors, à ce moment-là, la haute autorité et les commissions de la CE et de la CEA sont devenues l'actuelle Commission européenne. Elle est composée à ce jour de commissaires indépendants, nommés pour 5 ans, qui proposent des textes législatifs et veillent aux bonnes applications de ces textes dans toute l'UE. Elle exerce donc une part de pouvoir législatif et de pouvoir exécutif. De même, le Conseil spécial des ministres et les conseils de la CE et de la CEA sont devenus l'actuel Conseil de l'Union. Aussi appelé, c'est important, aussi appelé parfois dans les traités Conseil simplement et Conseil des ministres selon les auteurs dans les thèses. Il est constitué aujourd'hui de 28 hauts représentants qui sont respectivement pour chacun des États et sollicités en fonction des sujets abordés au sein du Conseil. C'est le principal organe de décision de l'UE. Il coordonne les politiques économiques et joue un rôle primordial au niveau de la politique étrangère et de sécurité commune. Il exerce donc une part de pouvoir exécutif, une part de pouvoir législatif et des fonctions budgétaires. Donc ces deux institutions politiques forment un triangle politique dont le troisième sommet est le Parlement européen. Donc lui n'a pas le même pouvoir, n'a pas les mêmes évolutions que les premières institutions, puisque l'Assemblée commune de la CA a évolué en Assemblée européenne de la CEE, qui a simplement été renommée Parlement européen en 1962, et du coup le Parlement n'a pas toujours été doté des mêmes pouvoirs. Il a eu pendant longtemps un rôle consultatif, donc c'est seulement avec l'adoption de l'acte unique européen des 17 et 28 février 1986 que les communautés sont vastement révisées. Et naît de là l'idée de leur mutation en véritable Union européenne. Donc les parlements européens sont élus au suffrage universel direct, les parlementaires, depuis 1979. Et donc, c'est pour ça qu'on a pensé que c'était très important de créer une union au pouvoir équilibré. À présent, le Parlement exerce les mêmes pouvoirs législatifs, exécutifs et des fonctions budgétaires que les autres institutions. Les trois institutions politiques sont liées dans le processus d'élaboration des décisions en matière législative, exécutive et budgétaire, en respect du principe d'équilibre des pouvoirs entre les institutions. Nous vous parlerons de ce principe un petit peu plus loin dans la vidéo, mais il reste un pouvoir qui n'a alors visiblement pas été attribué. C'est le pouvoir judiciaire. En effet, un triangle d'institutions politiques ne saurait aller sans une institution pouvant exercer le dernier pouvoir, le pouvoir judiciaire de l'Union. C'est pour ça qu'a été instituée la Cour de justice. Au départ, c'était la Cour de justice de la CECA, qui a évolué avec les traités de Rome en Cour de justice des communautés européennes, puis est devenue plus tard donc l'actuelle Cour de justice de l'Union européenne, avec l'adoption du traité de Maastricht. Elle siège à Luxembourg et assure le respect du droit communautaire. Elle assure également l'interprétation et l'application des traités instituant l'Union européenne. Elle exerce donc le pouvoir judiciaire. Elle exerce également une fonction importante de contrôle des États membres et des institutions de l'Union. Dans ce cadre institutionnel unique, le cadre institutionnel est le seul terme qui est resté lors de l'adoption du traité de Lisbonne. La structure en pilier des objectifs européens a disparu dans ce traité. Pourtant, le concept du cadre institutionnel a perduré, parce qu'étant désormais un fondement de l'Union européenne. Donc, quant aux origines et aux fondements du principe de l'équilibre institutionnel, la CJUE a consacré et a fait par la suite des références au principe de l'équilibre institutionnel dans des contextes variables. Effectivement, c'est un principe à caractère évolutif. Il a été consacré pour la première fois dans l'arrêt Meroni de 1958 et du coup contre la haute autorité. Donc, comme l'équilibre des pouvoirs a été défini, il est l'équilibre caractéristique de la structure internationale institutionnelle de la communauté, une garantie fondamentale accordée par le traité. Et du coup, il se réfère ici au traité de la CECA. Par cet arrêt, elle consacre un principe auquel elle confère un rôle normatif réel.
Et donc, elle donne plus de pouvoir au Parlement qui n'en était que très peu doté. Et quelques temps après, le Parlement cette notion a été affirmée dans le but de protéger les individus, mais pas toute la consistance qu'il a aujourd'hui. Dans l'arrêt Coster, rendu en 1770, la Cour a mis en relation le principe d'équilibre institutionnel avec les compétences attribuées aux institutions. Depuis, la Cour utilise de plus en plus l'expression de l'équilibre institutionnel. Mais c'est réellement le traité de Lisbonne qui a explicité juridiquement le concept d'équilibre institutionnel par la modification de l'article 13 du TEE. Alors, c'est une innovation parce que c'est la première fois qu'un traité consacre des principes entre les institutions, des principes liés au rapport interinstitutionnel réellement. L'article 13 énonce les objectifs de l'Union comme étant la promotion de ses valeurs, la poursuite de ses objectifs, également servir 3 catégories d'intérêts, donc ses intérêts, les intérêts des citoyens et les intérêts des États membres. Il énonce également une liste des institutions. Nous retrouvons donc les institutions principales de l'Union, donc celles que nous avons déjà évoquées, à savoir la Commission européenne, le Conseil de l'Union, le Parlement européen, mais également le Conseil européen, qui a été ajouté par ce traité, et la Cour de justice de l'Union européenne. Sur le fondement de cet article, donc, le Conseil européen a rejoint le triangle institutionnel, et ensemble, ils vont exercer les pouvoirs législatifs et exécutifs, ainsi que des fonctions budgétaires. Elles sont également, ces 4 institutions politiques, requérantes privilégiées devant la CJUE, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas à motiver leurs décisions pour accéder à son prétoire. L'article 13, alinéa 1, énonce enfin 2 autres organes de l'Union, à savoir la Banque centrale européenne. Elle est responsable de la politique monétaire européenne. Elle occupe donc une fonction budgétaire de contrôle, tout comme la Cour des comptes, qui, elle, contrôle le financement des activités de l'Union. Ces organes sont des organes de contrôle, ils sont dépourvus de fonctions normatives et ont des prérogatives contentieuses plus limitées. Le second alinéa du coup, de l'article 13 du TEE dispose que chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci. Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale. Donc on peut alors étudier cet alinéa selon 2 points. Pour commencer, les institutions agissent dans les limites des attributions qui leur sont conférées. Donc c'est un versant important du principe d'équilibre institutionnel qui implique que les traités s'imposent aux institutions qui les contraignent à agir respectivement dans les domaines de compétences qui leur ont été attribués. Donc de ce point de vue, le principe d'équilibre institutionnel peut être assimilé à un principe de l'égalité. De plus, la Cour de justice a complété les limitations qui s'imposent aux institutions par l'arrêt rendu le 22 mai 1990, l'arrêt de Tchernobyl. Donc, dans ceci, il explique que le principe implique que chaque institution exerce les compétences dans le respect de celles des autres. Ainsi, on voit à la lecture de cet alinéa que cet article joue également dans le cadre des rapports de ces institutions partenaires, dès lors que l'une sort de ces attributions, elle pourrait empiéter sur les compétences d'une autre institution. Alors, cet alinéa est très important parce qu'après l'assimilation au principe de l'égalité, on peut voir également que l'alinéa 2 dispose du principe de coopération loyale. Donc, en gros, c'est le principe... alors, attention, déjà, très important, c'est le principe de coopération loyale interinstitutionnelle. Il est à ne pas confondre avec celui de principe de coopération loyale entre les États membres. C'est un principe qui impose aux institutions de respecter tout d'abord déjà l'attribution des compétences qui leur est propre, et également de mettre en œuvre correctement les procédures nécessaires pour assurer l'effectivité justement de ces compétences. La définition de ce principe est appliquée au niveau interinstitutionnel, avait été précisée par la CJUE dans l'arrêt Parlement contre Conseil en date du 13 décembre 1993. Nous ne l'avons pas écrit, mais nous pourrons vous mettre... si nécessaire, toutes les infos en barre d'infos.
Ça a été précisé, donc une affaire dans laquelle le Conseil avait adopté un règlement sans avoir attendu l'avis du Parlement, à raison de conditions d'urgence, et la Cour avait rejeté le manquement pour violation du principe d'équilibre institutionnel invoqué par le Parlement. Pour préférer le condamner lui-même en manquement à son devoir de principe de coopération loyale. Elle s'est expliquée en vertu de ce principe que les institutions doivent faciliter l'application des dispositions du traité instituant la communauté européenne. Ainsi, les institutions doivent tout mettre en œuvre pour que les autres puissent exercer leurs compétences. Enfin, le troisième alinéa de l'article 13 du TUE institue implicitement une hiérarchie entre les institutions principales et les deux autres organes de l'Union européenne, puisqu'il dispose que les organes vont faire l'objet de dispositions complémentaires dans le TFUE, alors que les autres institutions voient leur rôle voient leur fonction attribuée par le TUE. Donc, en fait, elles font partie du cœur institutionnel qui exclut la Banque européenne et la Cour des comptes. Et le dernier alinéa, l'alinéa 4 de l'article 13, dispose que le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d'un comité économique et social et d'un comité des régions exerçant des fonctions consultatives. Alors, nous allons désormais voir donc, notamment comment cet équilibre des pouvoirs existe réellement au sein des institutions aujourd'hui, et nous allons voir également le rôle particulier qu'a la Cour de justice dans ce cadre institutionnel. Alors, nous avons présenté le cadre institutionnel de l'Union européenne, ainsi que l'émergence du développement du principe par la Cour. Il est important de comprendre également quelle est son application pratique au sein des institutions européennes à ce jour. Nous l'avons expliqué durant l'introduction de cette vidéo, la réalité institutionnelle de l'Union européenne écarte non seulement le principe de séparation stricte des pouvoirs, mais aussi l'idée d'une répartition égale, idéale. C'est une idéologie dans laquelle, autant pour la séparation que pour la répartition égale, renvoie à l'idée qu'il existe une manière parfaite de distribuer les pouvoirs et les institutions européennes, la réalité institutionnelle européenne, n'ayant pas des institutions distinctes, elles ont des institutions qui ont des fonctions dans lesquelles elles collaborent entre elles. Il n'est donc pas possible que ce soit un tel principe, un tel système qui régisse l'Union européenne. En effet, l'équilibre des pouvoirs à l'échelle de l'Union européenne est spécial. Il est le rapport de pouvoir considéré comme harmonieux entre les intérêts et le rôle particulier de chacun et l'interdépendance des trois principales institutions. Donc, en droit de l'Union européenne, cet équilibre est fixé par les traités, résultant d'une appréciation subjective faite par les États membres. L'appréciation du juste équilibre peut donc varier, c'est pourquoi il est parfois nécessaire de réviser les traités afin d'établir un nouvel équilibre. Le traité de Lisbonne a renforcé l'équilibre institutionnel dans la mesure où il consolide les fonctions de chacune des institutions, renforçant ainsi leur rôle respectif dans le cadre institutionnel, où la coopération entre les institutions est un élément clé pour le succès du processus d'intégration de l'Union. Ce traité a clarifié et complété le fonctionnement des institutions politiques dans l'Union. En effet, l'action du Conseil européen a été ajoutée par l'article 13 du TUE au triangle institutionnel politique initial, formant alors un quadrangle institutionnel. Et donc les termes triangle et quadrangle institutionnel sont à connaître parce que vous pourrez les retrouver dans différents ouvrages. Le Conseil européen a été créé en 1974 en marge des traités, contrairement aux autres institutions. Il résulte à l'époque de la réunion régulière des chefs franco-allemands, tout nouvellement réconciliés depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ça a séduit les autres chefs d'État dans l'idée de se réunir donc aujourd'hui dans un Conseil européen donc de 28 chefs d'État, plus le président de la Commission européenne, parce qu'il est apparu totalement évident que ces chefs d'État aient également un poids dans les décisions entre les institutions. Ce Conseil européen exerce donc une part du pouvoir exécutif au sein de l'Union européenne. Donc, il fixe notamment les orientations politiques générales nécessaires au développement de l'UE et qui va donner une impulsion donc à la Commission européenne.
La Commission européenne, quant à elle, est la gardienne des traités, donc gardienne des intérêts de l'Union. Elle exerce une part du pouvoir législatif et aussi de fonctions budgétaires. Une fois que ces textes ont été adoptés par le vote conjoint du Conseil de l'Union européenne et du Parlement européen, elle se charge de leur exécution. Elle exerce des pouvoirs d'intervention directe dans les domaines de politique agriculture commune, de commerce, de concurrence. À ce titre, elle exerce également une part du pouvoir exécutif. Enfin, elle gère les fonds communautaires et ainsi, elle a une fonction budgétaire. Également, oui, tout à fait. Le Parlement européen, quant à lui, donc, vote les propositions de loi et de loi budgétaires transmises par la Commission européenne, mais il dispose également de l'initiative, c'est-à-dire en matière législative, qu'il peut également soumettre à la Commission un projet de loi qui, elle, peut décider ou non de le soumettre à la procédure de vote. Il exerce notamment un pouvoir très important vis-à-vis de la Commission, puisqu'il est responsable de l'élection de son président, de l'approbation de ses commissaires, également d'une motion de censure, donc il peut voter une motion de censure. Cette fonction n'est pour l'instant jamais intervenue, mais pourtant c'est quand même un pouvoir essentiel pour le Parlement, un pouvoir de contrôle, et c'est surtout ce qui lui permet de représenter de manière solide les intérêts des peuples européens. Donc, enfin, le Conseil de l'Union européenne vote également les propositions de loi relatives au budget aussi, émises par la Commission européenne. À ce titre, il exerce une part du pouvoir législatif de l'Union, ainsi que des fonctions budgétaires. Il exerce aussi une part du pouvoir exécutif, en ce qu'il intervient pour définir les politiques étrangères et de sécurité commune, et qu'il coordonne les politiques des États membres. C'est donc un deuxième représentant des intérêts des États membres, exerçant une part du pouvoir exécutif de l'Union européenne. Alors, ce quadrangle institutionnel n'exerce pas seul ses attributions. En effet, il y a également deux organes consultatifs cités par l'article 13, alinéa 1er. Donc, la Banque centrale européenne, qui conduit la politique monétaire de la zone euro, et qui assure sa mise en œuvre. Et d'autre part, on retrouve la Cour des comptes qui examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses de l'Union et la bonne gestion des fonds communautaires. Ces organes n'ont pas une fonction égale à celle des institutions, ils ont plutôt une fonction de surveillance, dans des fonctions budgétaires de contrôle. Donc l'action institutionnelle politique est également complétée d'une part par les autres organismes mis en place par l'article 13, alinéa 4, à savoir le comité économique social et le comité des régions, donc des acteurs non institutionnels aussi, comme des lobbies qui peuvent influencer les prises de décision. Toutefois, contrairement à la Banque européenne et à la Cour des comptes, ces organismes n'ont pas le statut d'institution. Leur position ne sera donc jamais équivalente à celle de l'une d'entre elles. Ainsi, le mécanisme décisionnel européen est organisé de telle sorte, grâce à un système de prise de décision, de contrôle, quelquefois de blocage également, de sorte à ce qu'aucune des institutions ne puisse l'emporter sur les autres. C'est ainsi que fonctionne une part de l'équilibre institutionnel de l'Union. Toutefois, il ne faut pas oublier la Cour de justice de l'Union européenne, qui siège à Luxembourg. Elle assure le respect du droit de l'Union et également l'interprétation et l'application des traités et du droit dérivé. C'est notamment elle qui est à l'origine de la consécration du principe d'équilibre, notamment. En effet, la question s'est posée très régulièrement de sa place vis-à-vis des autres institutions politiques de l'Union. Elle est là, pour, superviser superviser l'application des traités, c'est-à-dire également superviser les États membres, mais aussi les institutions, en veillant à ce que ces institutions respectent le principe d'équilibre institutionnel et le principe de coopération loyale interinstitutionnelle. Donc, au niveau de l'équilibre institutionnel des pouvoirs au sein de l'Union, elle a notamment joué un rôle important lorsqu'il a fallu réinvestir le Parlement européen de ses pouvoirs, parce qu'à l'époque, le Parlement n'avait qu'une fonction consultative, n'émettant que des avis non contraignants, et il est arrivé que le Conseil de l'Union ait pris des décisions sans avoir correctement procédé à sa consultation. Donc la Cour de justice s'est prononcée, notamment dans un arrêt Roquette Frères,
en expliquant qu'il était obligatoire d'y avoir la consultation du Parlement lors d'un processus décisionnel et que celui-ci pouvait s'en prévaloir devant la Cour en cas de non-respect sur le fondement du principe d'équilibre institutionnel. Toutefois, alors le Parlement n'a pas respecté la procédure puisqu'il a refusé de donner son avis, bloquant ainsi les décisions du Conseil de l'Union. Donc la Cour s'est de nouveau prononcée sur la base du même principe, rappelant que le Parlement européen ne peut se retenir de donner son avis, auquel cas il empêcherait le Conseil d'exercer correctement sa compétence. Voilà. Ainsi, C'est valable des deux côtés. Hein. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ainsi, la Cour de justice s'est prononcée sur ce principe pour faire respecter le rôle le principe, voilà, les principes d'équilibre institutionnel, de coopération loyale. Voilà, en fait, la Cour, du coup, elle a un rôle très très important aussi, hein, parce qu'elle ne participe pas elle n'a pas un échange avec, comme les autres institutions politiques ont entre elles tout le temps, au niveau des pouvoirs, au niveau contrôle, au niveau coopération et aussi autonomie, aussi fonctionnement par elle-même. Mais à l'inverse, elle est quand même responsable de tout ce qui est supervisé et vérifier que du coup toutes les institutions exercent bien leurs fonctions. Donc elle a presque un rôle supérieur finalement au sein de cet équilibre des pouvoirs. Exactement. Et puis en fait, au début, elle utilisait très peu justement ce principe d'équilibre de pouvoir. Et au fur et à mesure des années, elle s'est mise à l'utiliser dans de plus en plus de décisions jusqu'à ce que cette utilisation du coup devienne fréquente aujourd'hui. Voilà, donc on peut dire qu'on a un équilibre des pouvoirs au sein de l'institution, au sein de l'Union européenne, qui est, on va dire, nouveau, parce que de toute façon, comme l'Union européenne, c'est une entité d'un genre nouveau. Donc, c'est à nouveau des institutions qui se sont mises en place de manière différente et en fait, qui sont régies aussi par des principes différents. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. J'espère bien, oui. Voilà. Bon courage pour toutes vos révisions. Voilà, tout à fait. Encore une fois, bon, il y avait des schémas un petit peu complexes au niveau au niveau notamment des institutions et des compétences. C'était pas pour vous faire peur. Vous avez la possibilité, justement, c'est le principe avec la vidéo YouTube, c'est pouvoir mettre sur pause, pouvoir revenir en arrière sur des points que vous avez un petit peu moins bien compris, mettre sur pause, copier les schémas, allez-y, ça peut vous aider à réviser, complétez-les, réorganisez-les comme vous voulez. Voilà, reprenez les informations et servez-vous-en voilà, pour apporter des mots, des termes techniques voilà, au fil de vos dissertations, de vos écrits, de vos partiels. On vous souhaite bonne chance quand vous aurez à passer des partiels. Et puis bon confinement aussi, bon courage. C'est pas facile en cette période, donc voilà. Bon courage à vous. Au revoir.